Cette fois, c'est décidé, la France va éradiquer l'antisémitisme. Trop c'est trop, l'agression contre Finkielkraut, Pars-toi, sioniste de merde, pars-toi! les croix gammées dans un cimetière juif. Le but est atteint, c'est-à-dire qu'on parle de ces événements, c'est l'écœurement. La profanation des arbres plantés en mémoire d'Ilan Halimi. Heureusement, cette semaine, on a eu droit à une grande manifestation place de la République. Non à l'antisémitisme, non à la haine. Et en plus, le Premier ministre a lancé un plan de lutte contre l'antisémitisme. Pour un peu, on y croirait. Oui, nous devons être plus sévères juridiquement, si j'ose dire. Le problème, c'est que ça recommence exactement comme l'an dernier. Ben si, souvenez-vous, en mars 2018, une grande marche contre l'antisémitisme avait été organisée après le meurtre de Mireille Knoll. Comme d'habitude, on avait dit plus jamais ça. C'est pas possible, on peut pas rester comme ça. On se sent un petit peu plus soutenu. Ensuite, Édouard Philippe avait proposé un grand plan de lutte contre l'antisémitisme. La France défendra au niveau européen un projet législatif pour contraindre les opérateurs à retirer dans les plus brefs délais tout contenu haineux, raciste ou antisémite. Et puis Macron n'avait pas mâché ses mots. Le racisme et l'antisémitisme disposent pour réaliser leur travail de sape de moyens inédits de propagande. Les réseaux sociaux en sont les grands pourvoyeurs. Et nous n'avons pas encore pris la mesure de leur influence à cet égard. Résultat, malgré toutes ces bonnes paroles, les agressions contre les juifs ont augmenté de 74% l'an dernier. Alors à qui la faute? On pense bien sûr aux affreux salafistes, mais il y a aussi les vilains néofascistes, sans oublier les méchants islamo-gauchistes. À vrai dire, il y a pas mal d'excités de tous les bords qui en veulent aux juifs. Alors forcément, on repense à la manière dont Simone Veil leur tenait tête aux européennes de 79. Vous ne me faites pas peur du tout. J'ai survécu à pire que vous n'êtes que des SS au petit pied. Simone est aujourd'hui au Panthéon, mais l'antisémitisme, lui, reste bien vivant. Soral et Dieudonné ont déjà été condamnés pour antisémitisme. Et pourtant, leurs sites internet ne sont pas interdits. Pire, alors que la justice a ordonné le blocage du site antisémite Démocratie Participative, il reste pourtant accessible. Cette semaine, dans son discours du CRIF, Macron a donc décidé de durcir le ton. L'antisionisme est une des formes modernes de l'antisémitisme. Le gouvernement va aussi mettre la pression sur les géants du numérique. Une loi sera bientôt votée pour sanctionner financièrement les hébergeurs en ligne qui publient des propos haineux. Reste à savoir s'il suffira d'une loi pour faire taire les antisémites. Voilà, c'était l'édito de Blacko, mise en image de Julien Grappe. Alors, Aude Lancelin, à la suite de l'agression d'Alain Finkielkraut, vous avez déploré que le gouvernement instrumentalise l'antisémitisme. Vous avez déclaré « Rien de mieux à faire les week-ends que de monter en épingle des fake news à base d'antisémitisme. » Et au sujet d'Alain Finkielkraut, vous avez dit « Le comportement de M. Finkielkraut s'assimile à celui d'un agent provocateur. Ce n'est pas en tant que juif qu'il a été attaqué, c'est en tant que Finkielkraut. » Je pense en effet que, évidemment, il est absolument odieux et indéfendable d'insulter qui que ce soit dans la rue, de le traiter de sale sioniste ou de quoi que ce soit. Je maintiens en revanche que M. Benjamin Griveaux a menti en disant qu'Alain Finkielkraut avait été traité de sale juif. Les mots sont importants. Les mots comptent, surtout quand on occupe des fonctions aussi importantes au sommet de l'État. Maintenant, je le maintiens aussi. Alain Finkielkraut n'est pas un passant ordinaire, ça n'est pas un promeneur ordinaire, c'est un polémiste qui a pris des positions extrêmement violentes parfois, qui a été jusqu'à horrifier les journalistes d'Haaretz, les journalistes israéliens d'Haaretz en 2005, parce qu'il avait compté les Noirs dans l'équipe de France, qu'il avait dit que notre équipe de France pleine de Noirs allait faire de nous la risée de l'Europe, parce qu'il avait dit que des pogroms républicains en 2005 étaient en cours sur le territoire, etc., etc. Ce sont 15 ans de provocation qu'on pourrait citer ce soir. Donc oui, je maintiens que dans le sentiment de rejet parfois extrêmement violent que nourrit Alain Finkielkraut, ces prises de position sont évidemment fondamentales. Ce que vous dites en gros, c'est pas le juif qui a été attaqué, c'est le polémiste. Alors Elios Azoulay, vous êtes compositeur, clarinettiste, directeur d'un ensemble musical, et récemment, vous sortiez de l'un de vos concerts, et il y a un mec qui vous dit « Cet homme-là me donne envie de refaire la Shoah ». Je trouve ça désespérant aujourd'hui d'être ici pour parler d'un sujet qui devrait être enterré,
et notamment enterré par celles et ceux qui, sans être des antisémites déclarés, développent et propagent un antisémitisme à l'aspartame qui est beaucoup plus cancéreux, bien que apparemment ça ne fait grossir personne. On est dans une espèce de syndrome très français de lignes Maginot où on a tous attendu l'antisémitisme par là où on croyait qu'il allait venir. Et maintenant qu'il est là, on voit des gens se retourner et dire « Mais est-ce qu'on peut vous filer un coup de main pour continuer à défendre une liberté d'expression qui n'est pas une liberté d'expression ?» Parce que là, moi je vais dire, j'aimerais, vous savez, l'intelligence elle est ternaire. Ce n'est pas un débat contre ou pour la liberté d'expression. Il faudrait faire un débat sur la responsabilité d'expression. Hitler n'a pas de sang sur les mains. Il a du sang plein la bouche. Et la parole charrie les actes. Donc la parole, elle, est aussi condamnable, voire plus condamnable, car inspirante, que le geste lui-même, qui n'est finalement que la résolution de la parole proférée et excitante. Vous voyez ce que je veux dire ? Merci. Sacha Gosselin, vous êtes le président de l'Union des étudiants juifs de France. Vous déplorez l'absence de loi contre les contenus haineux. Vous êtes battu pour faire fermer un site qui s'appelle Démocratie Participative. C'est un site quand même sur lequel on appelle Marlène Schiappa putain juif. Des Twitter ne traitent que 6% des signalements antisémites. Donc vous êtes aux premières loges en fait pour voir ce déferlement de haine à nouveau tomber sur la France. Oui, ce qu'on voit depuis 15 ans, c'est une véritable banalisation de la parole antisémite sur Internet et sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, qui ne fait absolument pas le travail de supprimer les contenus qui sont des contenus illicites, parce que dire sale juif... Parce que ça coûte cher, c'est extraordinaire. Là où c'est particulièrement intéressant, c'est que Twitter parvient à le faire pour des questions de droit d'auteur, par exemple. Ils parviennent à le faire pour des questions de pédopornographie. Quand c'est Gad Elmaleh, il se dépêche de le faire. Sans aucun problème. Et très justement, les questions de droit d'auteur, les questions de pédopornographie, on comprend parfaitement pourquoi ces contenus-là sont supprimés. Seulement, les questions de haine sur Internet, eh bien, ça ne rapporte pas d'argent. Alors la seule chose qui marche avec ces plateformes-là, c'est une pression financière. Mais au-delà de la responsabilité de ces plateformes-là qui est importante, c'est aussi la responsabilité de celles et ceux qui laissent la porte entrouverte lorsqu'il y a des actes antisémites. Celles et ceux qui disent, finalement, Alain Finkielkraut, il n'est pas attaqué parce qu'il est juif, mais il est attaqué parce qu'il est polémiste. Et je trouve ça lamentable parce qu'on se retrouve dans les mêmes considérations que celles que peut produire un journal comme Rivarol, qui va expliquer que, finalement... Alain Finkielkraut, il n'a pas été traité de sale juif, mais finalement qu'il était traité de sale juif ou de sale sioniste. Dans l'esprit des gens comme Alain Soral ou comme Dieudonné, c'est très clair, le mot sioniste, il est utilisé à la place du mot juif comme étant une insulte. Pardonnez-moi, c'est absolument insidieux et odieux ce que vous venez de dire. Parce que moi, je considère depuis des années l'antisémitisme comme une infirmité intellectuelle et je l'ai combattu par la plume dans tous mes écrits depuis laissez-moi terminer. Depuis le début de ma carrière. J'ai fait des enquêtes au Nouvel Observateur où j'ai travaillé pendant 13 ans. J'ai fait des enquêtes de référence sur les négationnistes. Je ne pense pas que tous ces gens au gouvernement aient un bilan comme le mien dans le domaine. J'ai fait les portes. Écoutez, vous êtes en train de m'insulter. Non, vous êtes en train de m'insulter. Vous ne constatez rien du tout. Vous êtes le même que celui de Rivarol. Vous êtes en train de mentir et vous êtes en train de coller votre discours sur celui du gouvernement, ce qui n'est certainement pas votre fonction. Votre fonction, c'est de défendre les Juifs de France. Je vous remercie de me rappeler quelle est ma fonction. Mais je constate que lorsqu'un journaliste utilise le même vocabulaire que celui de Rivarol, il y a lieu de s'interroger. Écoutez, monsieur, tout ça, quand Marine Le Pen cite dans ses livres Le Monde diplomatique, Serge Halimi, etc., est-ce que ça fait de Serge Halimi un disciple de Marine Le Pen? C'est de la mauvaise foi intellectuelle et c'est même de la bêtise. C'est même de la bêtise. On termine le tour de table avec vous, Nicolas Gardère. Merci d'être avec nous. Vous êtes avocat. Vous êtes défenseur d'une liberté d'expression absolue, ce qui s'entend très bien d'ailleurs. Vous avez été avocat de Riposte Laïque, qui est quand même pas... c'est quand même un site, c'est la fachosphère, là. C'est un peu dur, oui. Au sujet de la loi Guesso, vous dites « faire une exception pour la cause des Juifs est grave ». Je pense que ces lois sont contre-productives. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une société n'a absolument rien à gagner à laisser s'exprimer des paroles de haine, des paroles racistes, des paroles antisémites, du négationnisme, etc. Rien. On est tous d'accord là-dessus. Mais qu'est-ce qu'elle a à perdre? C'est ça le vrai sujet. On parle des amendes, de la pression financière sur les hébergeurs, sur les plateformes. Qu'est-ce qu'ils vont faire? S'il y a un vrai risque financier qui pèse sur eux, dans le doute, ils vont supprimer les contenus, bien au-delà de ce qui serait justifié au regard d'une loi pénale. Parce que quand on est au regard d'une loi pénale, eh bien, on a les droits de la défense,
On a un parquet, on a des juges qui jugent, tout ça est assez sérieux dans le cadre de l'état de droit, etc. Quand c'est une société privée, parce qu'au fond, le sujet c'est ça, c'est externaliser la censure et la répression sur l'expression à des sociétés privées, d'ailleurs des sociétés étrangères, américaines. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Charlie Hebdo, typiquement, on supprime. Dans le doute, on supprime. Et bien d'autres, la satire, l'humour, etc., la caricature, on supprime tout. C'est ça le vrai danger. Le vrai danger, c'est le glissement. Et d'ailleurs, sur cette question d'antisionisme, de faire une loi... C'est important, l'histoire de l'antisionisme. Évidemment. Moi, je ne suis pas d'accord avec Mme Lancelin. Je considère que, bien sûr qu'il s'est fait traiter de sale juif, le filigrane, les mots comptent, évidemment, en tant qu'avocat, travaillant sur ces questions de liberté d'expression, je sais à quel point les mots comptent. Mais bien sûr qu'au fond, il y a ce hold-up sémantique qui a été fait par Soral et Dieudonné, et on sait très bien que dans certains contextes, quand on dit sale sioniste, c'est sale juif qu'on dit. Et c'est à la fois le polémiste et le juif Finkielkraut qui a été injurié ce jour-là. Mais c'est aussi la question de l'effet pervers. Parce que, en pénalisant l'expression, notamment celle de Soral, qu'est-ce qu'on en a fait? Sinon une icône. Forisson, pareil. Forisson, au lieu de simplement pourrir dans l'ignorance et l'oubli, a été transformé en icône par la loi Guesso. C'est ça le risque, c'est de créer des faux martyrs. Alors, sur l'antisionisme, on a bien compris, le mec se fait traiter de sioniste parce que le type ne dit pas juif. Maintenant, ce que les gens entendent aussi, c'est qu'attention, si l'antisionisme est dans la loi, est-ce qu'on va avoir le droit de critiquer Benjamin Netanyahou, qui est un mauvais dirigeant pour Israël, qui est un type d'extrême droite dont on ne voudrait pas en France. Donc c'est ça, la question je vous la pose à vous. Oui, on a le droit de critiquer la politique israélienne, évidemment, voilà. Et c'est extrêmement important de pouvoir le faire. Est-ce que ça va pas rentrer sous le coup de l'antisionisme, ça? L'antisionisme, c'est un terme qui est très particulier, qui désigne le fait de refuser l'existence de l'État d'Israël. Est-ce que vous connaissez un autre terme qui désigne le refus de l'existence d'un pays? C'est la démocratie de pouvoir critiquer l'action d'un gouvernement. C'est tout à fait normal. Là où il y a un glissement qui est dangereux, c'est que ce terme-là de sioniste, il est utilisé pour qualifier un juif. Vous avez raison. Alors maintenant, la fin de l'anonymat sur les réseaux sociaux. Alors ça, c'est une question importante, évidemment, qui occupe tout le monde. Quelle est votre position, Nicolas? Ma position, c'est qu'il y a cet espace d'expression qui existe. Et évidemment, si vous voulez, il y a cette phrase de Noam Chomsky qui dit « si l'on ne croit pas à la... » Celui qui a préfacé Forisson. Mais c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Oui, mais... C'est vrai ou c'est pas vrai? Bien sûr, c'est vrai. Je trouve que c'est lamentable. D'accord, laisse-le Chomsky, il peut citer Chomsky est juif par ailleurs. Mais alors, c'est le sujet. Non, mais on a l'impression que c'est le sujet. Il y a aussi juif, exactement. Peu importe. Chomsky, Nicolas, Chomsky n'est pas inattaquable. Chomsky n'est pas le centre du débat. Chomsky dit juste, si on ne croit pas à la liberté d'expression de l'individu que l'on méprise, alors on n'y croit pas du tout. Si vous voulez, la liberté d'expression, c'est pas au Procope, Rousseau et Voltaire qui s'affrontent sur des problématiques intellectuelles très élevées. La liberté d'expression, c'est aussi le café du coin de la rue, les gilets jaunes, Internet, les réseaux sociaux. Les gens parlent avec des termes orduriers aussi. Si vous voulez, le risque, encore une fois, il est lequel? Le risque, c'est déjà... Nicolas, pour vous, l'anonymat, finalement, sur Internet, c'est une bonne chose, finalement. Pas une bonne, une mauvaise chose. C'est une chose qui est un fait. Jusqu'où va-t-on demander à des sociétés privées de réguler l'expression? Les GAFA, c'est pas anecdotique. C'est aujourd'hui le cœur de l'expression telle qu'elle s'exprime partout dans le monde, et notamment en France. C'est le canal principal de l'expression. Et on voudrait comme ça demander à des sociétés privées de faire le boulot de l'État. On a vu Zuckerberg et Macron au mois d'octobre, en bras de chemise, réunion de travail, etc. Ça me paraît extrêmement dangereux, infiniment plus dangereux que de voir quelques abrutis, qui sont des milliers, mais des abrutis proférer des injures derrière sur leur canapé, etc. Voilà. Aude Lancelin, donc faut-il supprimer l'anonymat sur les réseaux sociaux? Moi, je pense que la loi française nous fournit déjà un arsenal législatif très répressif et très suffisant. Notamment à l'égard des personnages comme Alain Soral. Mais non, permettez-moi de vous dire quelque chose. Alain Soral, qui déverse sa haine antisémite sur la France grâce à Internet, il a été condamné à 1 an de prison ferme, mais il n'a pas fait. Donc, si vous voulez, Alain Soral, il n'a jamais fait de prison. Dieudonné, je l'ai viré de mon plateau en 2004, en lui disant pas d'antisémite chez moi, ce qui est normal. Valls s'en est aperçu en 2014. Bon, 10 ans après, pendant ces 10 années, Dieudonné a déversé sa haine antisémite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a, prenons Dieudonné et Soral, qui déversent une haine antisémite toute la journée sur Internet,
et on leur fait rien. Donc vous dites en France, il y a des lois Oui. Aude Lancelin. Oui, je Sauf pense- que les oui, lois ne sont pas appliquées. Les lois ne sont pas Thierry, appliquées. Inapplicables. Elles sont inapplicables. Attendez. Inapplicables. Donc, mais vous vous rendez Thierry compte ce que vous dites Ardisson, vous minimisez quand même la gravité d'une sanction d'1 an de prison ferme. Et Dieu sait si je suis aux antipodes d'Alain Soral. Mais si vous voulez, moi, quand on fait un pas de recul par rapport à l'ensemble du tableau, moi, ce qui m'inquiète beaucoup dans notre société, c'est le nombre de lois liberticides qui sont en train d'être passées. Il y a eu très récemment la loi dite anti-casseurs, mais qui est une loi répressive pour les manifestants. Il y a eu l'introduction dans le droit ordinaire de l'état d'urgence. Il y a eu la loi sur les fake news qui a été retoquée au Sénat, mais que la République En Marche a quand même essayé de passer. Mais est-ce que vous ne croyez pas qu'à situation exceptionnelle, loi exceptionnelle, c'est-à-dire à partir du moment où on appelle à taper sur les juifs toute la journée, oui, je reconnais que c'est liberticide, mais il vaut mieux être liberticide que voir des juifs quitter les écoles dans le 93, de voir les époux Pinto plus pouvoir sortir de chez eux dans le 93. Enfin, je veux dire, on a des exemples quand même. Quand les juifs d'un pays ont peur, tout le monde a des raisons d'avoir On est peur. tous juifs. On est d'accord. On est tous On est juifs. d'accord sur ce constat. Maintenant, j'ai envie de vous dire, ce qui est en train de faire le gouvernement depuis le mois de novembre, c'est quand même instrumentaliser la question de l'antisémitisme. Oui. Non, Si, pardon. Je si, termine, je Elios, suis pas- non, si, je ne ils ne crois savaient pas comment se débarrasser Sans des gilets doute, jaunes. merci, Ils ont merci. dit, c'est des casseurs et c'est des antisémites. Thierry, je vous réponds. Évidemment que l'antisémitisme n'a pas attendu le mouvement des Gilets jaunes pour exister. C'est une évidence. Maintenant, ce qu'on peut dire aussi quand même, c'est qu'il y a une banalisation de l'antisémitisme aussi depuis ce mouvement des Gilets jaunes. Et c'est la force de personnes comme Dieudonné et Alain Soral d'avoir réussi Ils essaient de faire l'amalgame, mais oui. à rassembler. Maintenant, Vous Dieudonné avez et Alain Soral parfaitement qui raison. portent des Gilets jaunes, est-ce qu'on a vu, quand ils étaient accueillis dans des rassemblements de Gilets jaunes à Paris par exemple, est-ce qu'on a vu des gens les jeter de ces rassemblements? sûr, Non, mais bien non, sûr on ne l'a que pas vu. si. Alors il y a eu des choses Bien sûr extraordinaires. que si, mais Et je pense notamment. arrêtez de dire Laissez-moi que finir, s'il que vous les plaît. Je pense porte-paroles du notamment. mouvement ne condamnent Je pas pense notamment. Regardez, l'antisémitisme. je ne suis pas un porte-parole du gouvernement. Je suis représentant des étudiants juifs de France qui expriment au quotidien une vraie souffrance. Alors j'ai vu aussi des Gilets jaunes participer à des commémorations de la Shoah à Lyon et j'étais bouleversé par ces images-là. Et je pense que c'est extrêmement important de le rappeler. J'ai vu des Gilets jaunes dans la manifestation de mardi soir. Je pense que c'était important qu'ils soient là. Mais pour autant, massivement, je ne vois pas de gens qui disent stop à l'antisémitisme, stop à l'homophobie, stop à la haine des migrants. Et c'est quelque chose qui devrait rassembler les Gilets jaunes, mais l'ensemble de la société. Gardère, faut-il fermer les sites de Dieudonné et de Soral? La réponse, oui ou non? Non. L'incitation à la haine, ce n'est pas la liberté d'expression. Vous déplacerez le problème. Vous ne le réglerez pas. Bien sûr. Et ça a des effets Oui pervers. ou non? Faut-il supprimer les sites de Dieudonné et Soral? Oui ou non? Naturellement, oui. Naturellement, oui. Sacha? Moi, je veux bien que on rentre dans des grands débats philosophiques sur la liberté d'expression absolue, est-ce qu'elle doit être Non, mais limitée, très etc. pratique. Mais de façon L'efficacité très ou pratique, pas du droit pénal. Qu'est-ce que vous proposez? Aucune efficacité. Qu'est-ce que Et vous des effets proposez pervers. Qu'est-ce que vous proposez? Et par ailleurs, qu'est-ce qu'on fait pour les pour les juifs en France qui souffrent, mais pas que les juifs, les homosexuels, les migrants, les noirs, les arabes qui sont attaqués? Qu'est-ce qu'on fait pour ces gens-là qui sont menacés pour ce qu'ils sont, pour ce en quoi ils croient, pour ce qu'ils aiment? Qu'est-ce qu'on fait pour eux? C'est pas en censurant, en interdisant Mais qu'est-ce qui est l'expression qu'on efficace? combat. C'est d'abord un combat politique, culturel, intellectuel, qui a été abandonné, notamment parce qu'on considère que le juge pénal est une solution efficace, alors qu'il ne l'est pas. Il ne l'est pas, il ne l'est jamais en aucune circonstance. Ça n'a aucune valeur pédagogique, la condamnation pénale. Au contraire, ça crée des faux martyrs, ça crée des héros de la cause. Aude? Ce qui m'a énormément frappé depuis la mi-novembre, c'est à quel point les gens sont perdus. Les gens ne croient plus, ne savent plus qui croire. Les gens, on leur a tellement menti pendant des années On est d'accord. qu'ils sont prêts à aller dans les recoins les plus sordides d'Internet. Eh bien, si ces recoins on les bouche, ils n'iront plus, chère Madame. Ça marche pas Ils comme iront ça. Il ailleurs. faut les Eh bien, affronter sérieusement au lieu de sortir des Bon, mantras alors et des ça c'est interdictions et de la absolument. censure. Faut travailler, pardon. Ça fait, cher monsieur, vous savez, bon, c'est terrible les avocats médiatiques parce qu'ils sont capables, pour passer à question pour un champion, de défendre le violeur de leur fille. Je trouve que c'est un métier, mais très bien. Je trouve que c'est un métier insupportable. Vous renversez tout. Oui, bon, c'est horrible d'être Pour ma part, ça fait 10 ans que je joue les musiques composées dans les camps de concentration. Donc ce travail culturel que vous appelez de vos voeux, je le fais depuis 10 piges. Alors ça vous semble peut-être anodin, mais au contraire, pas je crois anodin. comme vous. Mais je crois comme vous que c'est quelque chose de très très important. Eh ben, vous le faites, ce Ce travail. que je veux dire, c'est Continuez. que ces recoins abjects, eh bien, c'est celle-là qu'il faut fermer comme ça. Ils ne pourront plus y rentrer. C'est tout. Ils iront chercher leur lumière d'espoir ailleurs que dans les égouts. C'est tout. Ça Pour sera conclure, comme ça. avant de donner la parole à Yann, je voudrais simplement dire que moi, j'ai pas envie que les Juifs quittent la France. Moi non plus. Moi, je pense que les pays qui ont perdu leurs Juifs ont beaucoup perdu.
Et je regarde qu'en Allemagne, il n'y a pas eu de prix Nobel depuis 1945. Yann. Quand j'avais 15 ans, en classe, on nous avait enseigné la Shoah et on avait vu Nuit et brouillard d'Alain Resnais. Je peux vous dire que l'envie d'être antisémite après ça a été calmée pour peut-être toute la vie. Oui, ça, c'est vrai. Aujourd'hui, en face des professeurs, il y a un ennemi, et tous les professeurs vous le disent, c'est Internet. Il y a une compétition entre l'éducation nationale et Internet qui est réelle. Alors je veux bien on appelle à une révolution culturelle et qu'on éduque mieux les gens, puisque vous parlez de révolution culturelle, il faut remettre les intellectuels au premier plan, mais les intellectuels se forment aussi à l'école. Et quand il y a un bras de fer entre l'école et les sites Internet, c'est difficile. C'est comme de l'eau qui arrive toujours à son but en passant par tous les interstices. Qu'on bouche les sites Internet ou pas, les antisémites seront toujours là. Est-ce qu'il y a une dose toute faite d'antisémitisme à écouler? Je ne crois pas. Car il est faux de croire qu'aujourd'hui, il n'y a plus de porosité entre le virtuel et le réel. Et je vais même plus loin. Pour beaucoup de gens, puisqu'ils se rencontrent amoureusement de cette manière, il y a une adéquation totale entre la réalité et la virtualité. Et je vais même plus loin. Pour certains adolescents, la réalité n'est qu'un cas particulier de la virtualité. Et on peut le regretter. Mais ce qu'on lit, ce qu'on voit sur Internet ne forme pas les esprits, mais déforme le monde réel dans lequel on vit. Et c'est pourquoi, et je vais vous dire, et ça m'attriste beaucoup parce que intuitivement je suis de votre côté. La liberté d'expression intégrale, mais intellectuellement je suis obligé d'être du leur parce que je sais qu'aujourd'hui, et on voit très bien qu'avec les Pokémon Go, les gens vont tuer des personnages fictifs dans le réel, place des Invalides, on recherche des types pour de faux dans la réalité vraie, dans la vraie vie comme tu disais. Mais la vraie vie, pour 90% des adolescents, elle est dans ce qui pour nous est la fausse. Et le problème est là. Donc, malheureusement, les coups et les blessures, on les reçoit dans le monde réel, mais l'envie de les donner, on les reçoit malheureusement dans le monde virtuel. Au-delà, Nicolas Gardère, Elios Azoulay, Sacha Gosselin, merci d'avoir été avec nous.